Sous-titrage ZDF 1301, 2026 4e année, jour 324 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous salue. Voici le rapport de situation quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des industries clés en feu dans l'arrière-pays russe. Un front qui use les hommes au lieu de gagner du terrain et une guerre qui rattrape de plus en plus la Russie en mer et au sein de ses infrastructures, et bien plus encore. L'entreprise russe Atlan Aero à Taganrog a été la cible d'une attaque de drones la nuit dernière. Un important incendie s'est déclaré sur le site du fabricant de drones et était clairement visible. Et cela empêchera certainement la construction et la fabrication d'autres drones, ou du moins les retardera. Cela signifie qu'une composante majeure de l'industrie de l'armement russe a été touchée ici. Dans la région de Belgorod, l'approvisionnement s'est aggravé après les attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques. Le gouverneur a parlé ouvertement d'une situation presque catastrophique et a recommandé à la population de quitter temporairement la région. L'électricité et le chauffage ne peuvent plus être fournis de façon satisfaisante, presque comme chez moi. Un rétablissement complet de l'approvisionnement est jugé irréaliste. Des coupures de courant causées par des attaques de drones ont paralysé le commerce, l'industrie et la téléphonie mobile, forçant des entreprises à s'arrêter. Ainsi, la région est touchée par une évolution que la Russie a elle-même systématiquement utilisée contre l'Ukraine auparavant et continue d'utiliser, surtout lorsque l'on entrait dans les mois d'hiver. Belgorod subit maintenant, sous une forme atténuée, les conséquences de sa propre conduite de la guerre, attaques contre les infrastructures critiques, surcharge des capacités de réparation et vulnérabilité croissante de l'espace civil. Ce à quoi les Russes doivent maintenant s'habituer est en Ukraine une réalité amère depuis des années, surtout pendant les mois d'hiver, alors qu'à Belgorod, les lumières restent éteintes et le chauffage est froid. De vastes parties de Kiev sont également privées d'électricité après les récentes attaques russes, l'énergie disponible ne suffisant même pas à alimenter complètement les infrastructures critiques. Dans de nombreux quartiers, le chauffage est également coupé. De nombreux commerces ont dû fermer car les générateurs ne fonctionnent plus de manière fiable dans les conditions hivernales. Les transports publics sont également fortement limités, la plupart des trolleybus et des tramways sont à l'arrêt en raison du manque d'électricité. Avec des températures de 11 à 20 degrés C prévues pour au moins une semaine, la situation de la population civile s'aggrave fortement. Mais cette fois, cela nous aide aussi. À Kupiansk, les Ukrainiens ont très probablement réussi à libérer complètement la ville des Russes, là où se trouvaient quand les derniers soldats russes connus, c'est-à-dire ici. Sur l'épingle rouge, un drapeau ukrainien flotte à nouveau sur le toit du dernier abri dans le centre-ville presque entièrement détruit. Il y a d'ailleurs un nombre remarquablement élevé de volontaires latino-américains à Kupiansk, qui combattent ici aux côtés des Ukrainiens. Vous savez aussi que les cartels ont un grand intérêt à former ici, dans cette guerre, leurs hommes pour ensuite les ramener chez eux. C'est justement l'autre face de la médaille. Il s'est encore écoulé beaucoup de temps entre le refoulement des Russes et le nettoyage des derniers foyers de résistance. Les Ukrainiens essaient aussi toujours ici de protéger d'abord les soldats en menant de nombreuses missions avec des drones et en essayant d'éliminer autant de soldats russes que possible grâce aux drones. Avant d'envoyer ensuite, lorsque cela ne va vraiment plus, l'infanterie pour nettoyer le bâtiment. Chez les Russes, c'est exactement l'inverse, c'est pourquoi ils conquièrent temporairement, plus rapidement, mais ils perdent aussi beaucoup de soldats. À Sviatopokrovsk, les Russes contrôlent désormais totalement la colline, mais n'avancent plus dans la localité ni à l'est. C'est pour cette raison qu'ils attaquent maintenant en passant par la colline, pratiquement dans le dos de la défense ukrainienne, afin de couper la logistique et la liaison avec d'autres sous-unités et de forcer un repli ou un encerclement. Comme je l'ai déjà dit il y a 2 ou 3 semaines, cette bataille sur ce secteur du front sera remportée par celui qui pourra contrôler la colline jusqu'au bout et tirer parti de l'avantage de la hauteur. Et c'est exactement ce que nous voyons ici du côté russe, ils le font très bien d'un point de vue militaire en ce moment. Il n'y a pratiquement aucune autre chaîne où vous pouvez obtenir autant d'informations sur l'actualité mondiale et surtout sur la guerre en Ukraine, de manière aussi concise et rapide. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement si ce n'est pas déjà fait. Cela m'aide beaucoup et si vous voulez faire plus, je serai ravi de vous compter parmi les membres de la chaîne. Selon des rapports, le général russe Akhmedov a été relevé de son commandement juste avant Noël, après plusieurs attaques infructueuses et coûteuses près de Dnepropetlyja. C'est déjà la 2e fois qu'il était démis de ses fonctions de commandement en raison de pertes jugées inacceptables. Cela montre des problèmes persistants de commandement, de planification et d'usure des troupes sur ce secteur du front. Vous voyez les images en arrière-plan. Nous l'avons aussi observé lors de nombreuses attaques.
C'est vraiment grotesque qu'il ait provoqué de nombreuses pertes à cause de ses erreurs d'appréciation et qu'il ait ensuite été démis de ses fonctions. Seulement pour qu'il répète la même chose peu après ailleurs sur le front. Mais cela montre surtout qu'il n'est pas isolé ni l'un des gros poissons. Les pertes dont il est responsable sont certes très élevées, mais pas aussi élevées que celles d'autres généraux, qui pour la plupart sont encore en service. C'est presque atypique du côté russe de relever un de leurs propres généraux à cause de telles pertes, car normalement, la loyauté prime toujours sur l'incompétence. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens si, après 4 ans de guerre, les Russes commencent à punir l'incompétence. Imaginez qu'ils doivent défendre un secteur du front. Et l'adversaire attaque à chaque fois à la même heure, sur la même route, avec la même tactique, comme il l'a déjà fait 50 fois auparavant. Et c'est un petit rêve pour vous, car alors vous savez déjà comment l'attaque va se dérouler, comment positionner au mieux vos propres unités, comment réagir à l'adversaire. Et puis, soudainement, une personne aussi prévisible est relevée de ses fonctions et peut être remplacée par quelqu'un de compétent. Mais on ne sait pas encore qui prendra son poste. Certaines unités des forces armées russes testent apparemment une nouvelle tente individuelle. Celle-ci serait portable et offrirait aux fantassins une protection contre les conditions hivernales pendant une attaque. Vous avez bien entendu. D'après les observations disponibles, il est prévu que les soldats avancent avec cette tente sur eux au lieu de l'utiliser de façon stationnaire. C'est du moins ce qui est indiqué dans la description sous la vidéo. Pour moi, cela n'a absolument aucun sens. Peut-être que les soldats ont mal compris l'utilisation. Normalement, on ne monte la tente qu'après être arrivé à sa position, puis on s'y installe, et non pas en attaquant avec la tente sur soi ou autour de soi. Comme le dit le soldat, c'est très peu pratique. Le vent la soulève sans arrêt et il est difficile d'y circuler. Il se peut qu'en hiver ce soit toujours mieux que de ne pas avoir de tente ou d'équipement d'hiver du tout, mais ce n'est pas pour autant que j'attaque avec ça. On dirait qu'il s'agit d'une tente de toilette mobile. Et je peux très bien imaginer que quelqu'un au ministère russe de la Défense ou dans l'approvisionnement russe ait dit « Nous avons besoin de nouvelles tentes pour nos hommes. On est à court de ces trucs-là. » Une somme d'argent a été réservée à cet effet. La personne responsable a gardé la moitié de l'argent et acheté des tentes de toilette bon marché avec le reste, envoyées au front. Je ne vois pas d'autre explication. Une femme russe s'est adressée publiquement à Vladimir Poutine pour lui demander de ne pas faire purger à son dernier fils, encore en vie, une peine de prison de 12 ans, mais de l'envoyer à la place à la guerre contre l'Ukraine. Dans son récit, elle a expliqué que son autre fils et son petit-fils étaient déjà tombés au combat en 2024 et elle a ajouté qu'elle avait reçu des compensations financières de l'État pour leur mort. Donc, si je devais passer le reste de ma vie en prison, ce serait aussi une option pour moi. Dans une semaine, je serai au front. Avec un peu de chance, je pourrais déserter et vivre paisiblement en captivité et peut-être survivre jusqu'à la fin de la guerre. Même si cela serait encore moins probable que de déserter. Mais ce serait ma propre décision, et ce serait toujours mieux que de passer ma vie dans un trou quelconque. Dans ce cas, c'est pourtant la propre mère qui le souhaite, celle qui a déjà perdu l'autre fils et le petit-fils. Que le dernier fils survivant parte à la guerre, alors qu'il serait en sécurité, entre guillemets, en prison. La question qui se pose alors est, est-ce qu'elle manque d'argent et a-t-elle à nouveau besoin d'une autre pension de survivant ? Ou bien est-ce plus honteux pour elle d'avoir un fils criminel en prison que d'avoir un héros tombé au combat ? Et cette fois, je ne le dis pas ironiquement. En Russie, on observe de plus en plus un culte du héros. Et les familles russes que je connais, surtout celles qui vivent en Allemagne, soutiennent souvent la guerre, mais elles abhorrent la criminalité parmi leurs propres gens. On ne prend pas 12 ans de prison juste pour avoir volé une pomme ou participé à une bagarre de bar. Peut-être pouvez-vous répondre à cette question en commentaire. Le blogueur Tandeur et aussi Reuters se réfèrent maintenant à des sources russes qui rapportent sans que, récemment, au moins 4 pétroliers de la flotte fantôme russe en mer Noire ont été attaqués par différents drones. En plus des cas Delta, Harmony et Matilda, les pétroliers Friendly seraient aussi concernés. Les navires touchés étaient près de la côte, près de Novorossiysk. La Russie doit se demander si elle prend encore le risque que les pétroliers soient atteints et que les équipages refusent de naviguer. Ou bien est-ce que j'essaie de les protéger par une escorte, mais dans ce cas je prends le risque qu'un navire de guerre soit coulé. Et sur cette question je vous dis au revoir et je remercie toutes les composantes, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Reinecke, Robert Stiller, Dietrich Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine analyse.